BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et on va parler de la thématique santé avec Alice Labouze à mes côtés en plateau, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour et bienvenue Alice. Bonjour Grégoire. On est dans la séquence de résultats. On va parler, il y a quelques grandes pharma qui ont déjà publié leurs résultats, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais quand même un mot de l'actualité du jour dans le domaine de la santé et des biotech aux États-Unis. Biogen s'envole de 34%. Ça pèse autour de 40 milliards Biogen. C'est pas les petites biotech qu'on peut trouver en Europe et en France qui pèsent quelques millions ou quelques dizaines de millions d'euros. Là, on parle de dizaines de milliards. C'est ça, Biogen, une des plus grosses sociétés de biotechnologie cotée aux États-Unis, parfaitement rentable, mais qui avait un enjeu qui a beaucoup déçu les investisseurs ces derniers temps, puisqu'ils faisaient des recherches cliniques sur un traitement concernant Alzheimer. Et en fait, quand les résultats de cette recherche clinique, enfin de ces recherches cliniques ont été donnés au marché et puis évidemment à l'entreprise, très clairement, tout le monde a été déçu, considérant en fait que les résultats étaient absolument pas probants, et donc ils ont abandonné la poursuite des recherches et des essais cliniques. Et là, revirement absolu. Incroyable. C'est-à-dire qu'après que la société ait perdu 30% en bourse, voilà maintenant la société qui prend 36%. Ouais, c'est ça, 36, 40%, ouais, c'est 36, ça. Voilà, 40%, parce que finalement, ils viennent d'annoncer il y a quelques minutes qu'ils vont revenir sur leurs essais cliniques parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un impact positif sur les malades d'Alzheimer. Et donc, c'est bien la première fois qu'on reprend en fait comme ça des essais cliniques. Donc, ils vont demander, comme vous le disiez, à la FDA, ah oui, c'est tellement bon qu'ils vont demander l'autorisation de mise sur le marché, c'est ça. Donc c'est un revirement assez incroyable qui doit satisfaire certains investisseurs. Nous concernant, on en avait il y a longtemps et puis on a vendu en fait juste avant la baisse parce qu'on a très souvent en fait tout ce qui concerne Alzheimer, il y a beaucoup d'espoir, mais dans les faits, les résultats sont loin d'être probants. Et on était plutôt content d'avoir vendu avant. Et là, c'est dommage, on n'est pas revenu. Donc on a manqué cette hausse, mais qui était très dure à anticiper. Et vous dites effectivement dans les indications autour de la maladie d'Alzheimer, c'est encore des traitements qui sont compliqués à mettre en place, c'est des traitements qui manquent d'efficacité clinique peut-être. Il n'y a pas de traitement probant aujourd'hui. Disons qu'il y a le discours qui est donné en fait aux malades et puis à l'entourage des malades. Il faut quand même les rassurer, donc on essaye de trouver des solutions. Mais dans les faits, on n'a pas trouvé de traitement ni même de solution pour ralentir vraiment, à part des solutions de mémoire et de travail quotidien. Il n'y a pas de médicament qui permet ne serait-ce que d'arrêter Alzheimer et encore moins de le traiter. Bon, c'est l'envolée du jour. Alors il y avait eu la mauvaise nouvelle de l'arrêt du traitement et puis finalement les essais sont plus probants que ce qui avait été signalé il y a quelques mois, et Biogen envisage même une autorisation de mise sur le marché, en tout cas va demander aux autorités de santé américaines une autorisation de mise sur le marché pour son traitement contre la maladie d'Alzheimer. Biogen qui s'envole de 36% cet après-midi à Wall Street. Que nous disent les sociétés de la santé en termes de résultats, Alice? Quelques-unes des grandes pharma mondiales ont publié leurs résultats. Est-ce qu'il y a des enseignements généraux, génériques et des enseignements plus spécifiques à retenir? En fait, il y a 4 sociétés qui sont au S&P, donc aux États-Unis, dans la santé, qui ont publié leurs résultats. Elles ont toutes publié de très bons résultats, surprenant même les investisseurs. Quand on voit par exemple United Health, qu'on connaît moins en France, mais qui est le plus gros assureur santé privé aux États-Unis, qui a surpris positivement, augmentant d'ailleurs son cours de bourse de plus de 10% et traînant tout le secteur avec lui. Donc plutôt des résultats positifs, malgré des craintes qu'il y avait d'encadrement éventuellement, des primes, que demandent les assureurs auprès de leurs affiliés. Finalement, ça se passe bien. Les coûts qu'ils doivent subir, ils arrivent à le répercuter sans que ça ait d'impact sur la marge. Après, on a évidemment Johnson & Johnson, qui est donc la très grosse Big Pharma américaine, qui a publié aussi de très bons résultats, mais ça a été un petit peu effacé par un certain nombre de problématiques qu'ils ont de procès. Alors, il y a le procès de la poudre, vous savez, du talc. Vous vous souvenez, pour bébé, on les accuse de mettre de l'amiante, enfin d'avoir mis de l'amiante en tout cas là-dedans. Et puis finalement, on a retrouvé effectivement une dose très très fine d'amiante. Donc là, les procès sont absolument gigantesques. Parce qu'il y a des maladies extrêmement graves autour de cela pour les enfants et puis pour des femmes aussi, les personnes obèses qui utilisaient ce talc. Et aussi la crise des opiacés. Bien sûr. Ils sont vraiment pris, Johnson & Johnson, dans un système un peu compliqué. Depuis le mois d'août, en fait, il y a un certain nombre de procès très forts pour
toute la chaîne en fait de production et de distribution de ces fameux médicaments. On resitue le contexte sur les opiacés. Bien sûr. Ça fait beaucoup crise de bruit. majeure aux États-Unis. Ça fait beaucoup de bruit, plus de 400 000 morts en 20 ans. Et ça, c'est juste les morts, on ne parle pas des malades. En fait, il faut bien comprendre que les médecins aux États-Unis, mais un peu comme en Europe de ce point de vue-là, donnent beaucoup d'antidouleurs. Un peu trop souvent. Et aux États-Unis, se sont développés des antidouleurs basés sur les opiacés, donc de l'opium, tout simplement. Et malheureusement, ça rend les gens extrêmement dépendants. Et la chaîne de production, la chaîne de distribution, les hôpitaux, les laboratoires pharmaceutiques ont continué malgré une petite intuition qui laissait sous-entendre qu'il y avait quand même une addiction très forte qui se développait, ont continué à prescrire, à commercialiser, à donner dans les hôpitaux gratuitement pour certains malades ces médicaments. Et donc évidemment, il y a une énorme class action contre eux. Donc Johnson & Johnson fait partie des laboratoires qui sont fortement visés. On a aussi Teva qui hier a annoncé à peu près 30 milliards, c'est pour vous donner les montants. Milliards, 30 milliards de dédommagements envisagés pour les patients ou les familles des personnes décédées. En tout, on estime que la class action, si elle n'aboutit pas à un vrai procès géant, ce qui est clairement l'objectif au moins des entreprises en question. Éviter les procès, régler les litiges à coût de milliards et de dizaines de milliards, mais éviter les procès. Là, c'est clairement l'objectif. Quand on voit les sommes qui sont débloquées en très peu de temps, on estime là, donc là, il y a à peu près 50 milliards déjà de négociations posées sur la table. On estime que ça peut aller à peu près jusqu'à 100 milliards. Il faut imaginer que ce sont des montants absolument colossaux. Cet argent sera à la fois versé évidemment aux patients, aux familles, mais aussi sous forme en partie de médicaments. C'est ce que Teva a annoncé hier. Donc Teva, un des plus grands génériqueurs mondial, israélien, fabricant de médicaments génériques, qui a dit, je vais en plus de l'argent, je vais donner des médicaments qui vont permettre a priori d'enlever cette dépendance aux opiacés. Mais c'est un sujet majeur parce que ça touche les personnes pauvres aux États-Unis, beaucoup dans certains quartiers, et il y a même eu tout un trafic autour de ça. 400 000 morts par an depuis 20 ans, selon les autorités américaines, pour un coût estimé, j'ai vu, à près de 80 milliards de dollars par an, un coût économique estimé à 80 milliards de dollars par an, qu'est cette crise des opiacés aujourd'hui aux États-Unis. C'est une des dérives des antidouleurs, et c'est vrai que on a tendance à donner des antidouleurs un peu pour tout, et quand ces antidouleurs vous rendent dépendant, ça crée une vraie problématique. Si on reste sur la thématique de la politique américaine, de la politique de santé américaine, on sent le cas Warren qui est en train de gagner en traction, là, si on se place sur le plan des élections 2020. Donc là, côté démocrate, mais c'est vrai que Biden est affaibli, Bernie Sanders est affaibli lui aussi après son souci cardiaque. Et donc, Elizabeth Warren est en train de monter en puissance. Donc tout le monde regarde évidemment le programme d'Elizabeth Warren qui veut la santé pour tout le monde, la fin des assurances santé privées. Est-ce qu'on est reparti un peu comme en 2016 pour un débat sur la santé qui va être compliqué à gérer sur le plan boursier? C'était comme ça que ça s'était passé en 2016 dans le match Clinton-Trump, Alice. Est-ce qu'on est reparti dans le même schéma? Alors c'est difficile à dire parce qu'à l'époque, il y avait une très très forte valorisation. On parle de la dernière élection américaine, donc 2015, début de la campagne, septembre 2015, 2016 élection jusqu'à novembre 2016 où Donald Trump a été élu. En fait, juste avant, on était quasiment dans vraiment le niveau le plus haut de valorisation des sociétés de biotechnologie et des laboratoires pharmaceutiques sur le marché américain, mais dans le monde entier. Ce qui fait que, évidemment, quand il y a eu tous ces débats qui ont eu lieu autour de l'encadrement des prix des médicaments, portés par les démocrates et évidemment par Hillary Clinton, il y a eu une chute très très forte des cours de bourse et on a vu vraiment, un peu comme Biogène, mais dans l'autre sens, des sociétés qu'il y a eu un sell-off général et la plupart des généralistes des marchés sont sortis de ce secteur-là en attendant. Là, c'est différent, on est dans le tiers le plus bas. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les prix, surtout des sociétés de biotechnologie, pourtant rentables, américaines, sont vraiment 3 fois inférieurs aux sociétés européennes. Donc, l'élastique n'est pas tendu. Ça, c'est le premier élément qu'il est important de donner. Et ça se voit parce que cette année, même si la santé ne surperforme pas le marché mondial, il y a quand même une bonne tenue. On est entre 7 et 10%, 12% pour certains segments depuis le début de l'année. Donc, ça reste quand même significatif, malgré l'avancée d'Elizabeth Warren, malgré les discussions autour de, la santé pour tous, portée par l'aile gauche des démocrates, qui voudrait
est notre modèle, Ouais. le modèle des Français. Ouais, bien sûr. Et Non, mais c'est qui l'idée. souhaiterait en fait l'arrêt des solutions privées, des assureurs privés. Alors, à tout ça, évidemment, on peut se poser, enfin, ça amène à plein de questions, hein, bien entendu. Est-ce qu'aux États-Unis, on accepterait de tuer tout un pan très important de l'économie, qui est donc celui des assureurs santé privés, qui est absolument, absolument gigantesque. C'est des centaines de milliards d'euros de capitalisation. Donc, que ferait l'État? Il les rachèterait? Comment ça? Nationalisation? J'en sais rien. Il faut trouver des solutions. Première question, c'est pas très américain ce genre de comportement, mais on ne sait jamais. Tout est possible, hein, ça peut aller dans un sens puis dans l'autre très violemment, donc tout est possible. Et puis ensuite, il y a une deuxième réflexion autour de, d'accord, même si on créait un système de sécurité sociale à la française, quel impact ça aurait vraiment sur le marché de la santé? Comme on l'avait déjà dit ici, sur 100 euros dépensés dans le monde dans la santé, il n'y a que 20 euros qui sont dépensés pour de l'achat de médicaments chimiques ou biologiques. Donc déjà, ça ne touche que 20% du marché dans l'ensemble de la santé, parce qu'il y a du matériel médical, des services à la santé et autres. Ensuite, qui achète ces médicaments aux États-Unis? Aujourd'hui, ces médicaments, ils sont achetés par des centrales d'achat qui souvent appartiennent aux grands assureurs santé. Et donc il y a déjà un resserrement des prix important, puisqu'une société privée par nature a plutôt intérêt à augmenter ses marges et donc à appuyer au maximum sur ses fournisseurs, d'autant plus qu'ils sont énormes et que du coup ils peuvent appuyer très fortement. Et je rappelle que les systèmes publics qu'on appelle Medicare, qui est donc le système du soutien des personnes âgées, et Medicaid pour aider les personnes les plus pauvres, délèguent la gestion des négociations de prix avec les grands laboratoires pharmaceutiques à ces centrales d'achat privées. Donc en fait, on est déjà dans une situation où il y a un resserrement des prix. Et là, pour couronner le tout, vous savez peut-être que Nancy Pelosi, donc, qui est une démocrate qui est très importante dans la Chambre des représentants aujourd'hui, porte en fait une loi, en tout cas une réflexion autour d'une loi qui permettrait déjà de négocier sur les 15 plus gros médicaments, ceux qui coûtent les plus cher à l'ensemble des Américains aujourd'hui. Et ça, c'est important de le voir parce que ce serait une forme de solution de consensus actuelle, même avant les élections américaines, où Donald Trump devrait plutôt... Il ne peut pas dire non. C'est compliqué parce que c'était un peu dans son programme. Bien sûr, il en a parlé lui aussi. Voilà, il en a parlé. Et donc, d'une certaine manière, alors, on ne parle pas d'Elizabeth Warren, hein, qui est vraiment à l'extrême sur la sécurité sociale. Mais par contre, finalement, les démocrates et les républicains ont l'air plutôt d'accord. Mais pour des raisons politiques, il est probable qu'ils ne soient facialement pas d'accord. Parce que, évidemment, Pelosi n'a pas intérêt à faire plaisir à Trump. Et Trump n'a pas intérêt à faire plaisir aux démocrates, surtout vu le contexte actuel. Bon, ça restera quand même un sujet important de la campagne. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre et on verra effectivement où cela mène. Partant de valorisations qui ne sont pas les mêmes qu'en 2015-2016. C'est un point clé, effectivement, pour appréhender ce secteur de la santé dans la perspective de l'élection présidentielle américaine. Merci beaucoup, Alice. Alice Labouze, avec nous cet après-midi en plateau, présidente de Trecento Asset Management. Bientôt 16h30, on marque une pause et on retrouve Sabrina en duplex depuis New York pour suivre l'évolution des marchés américains. Biogen en vedette. Il y a des déceptions quand même sur les résultats. On parlera évidemment de McDonald's, par exemple, qui rate les attentes sur le troisième trimestre et qui signe une baisse marquée de plus de 3% cet après-midi. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.